Cette notion d'encadrement, moi, ça me résonne avec la création toute récente du corps de psychologue pour le ministère de la Justice. Est-ce que ma tête fonctionne bien ou est-ce que ça n'a aucun rapport? Si, on peut embrayer là-dessus, il y a pas de souci. Sur cette création, qui est, vous l'avez rappelé, hein, toute récente, hein, à peine quelques mois. Encore une fois, c'est pas qu'on est dans l'expérimentation, mais ce texte a posé les bases, est venu associer les psychologues qui travaillaient dans le ministère de la Justice en un seul corps. Le corps, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité de devenir fonctionnaire d'une administration. Ça ne veut pas dire qu'avant la création de ce corps, encore une fois, les psychologues n'y exerçaient pas. Ni étaient fonctionnaires, il y avait des psychologues fonctionnaires déjà avant. Exactement, mais uniquement dans certaines sous-départements, on va dire, du ministère de la Justice. C'est notamment le cas de la protection judiciaire de la jeunesse. Oui, absolument. Mais à l'administration pénitentiaire, qui est juste à côté pour les majeurs, vous n'aviez pas de fonctionnaire. Ce qui pouvait poser problème, puisque, vous voyez, les missions n'étaient pas les mêmes, et ça sous-entendait, quand on a recours à des personnes contractuelles, ils n'ont pas les mêmes droits, mais un certain nombre de devoirs qui sont identiques à ceux qui sont pour autant fonctionnaires. Oui. Le fonctionnaire, lui, c'est pas qu'il est indéboulonnable, mais il rentre dans un certain statut, dans un certain système, et il répond à un besoin permanent. Le fait de venir se dire, on va mettre en place un corps de psychologues pour tout le ministère de la Justice, ça permet de venir dire, oui, les psychologues sont nécessaires au ministère de la Justice et répondent à un besoin permanent. Et ça leur donne un accès à d'autres droits également. Ça leur donne un accès à d'autres droits, ça limite sur certaines choses, et puis ça leur permet aussi d'avoir des passerelles, le cas échéant, avec les fonctions publiques, hospitalières, territoriales, et d'aller après dans d'autres secteurs, à l'éducation nationale, etc. Ok, donc c'est plutôt bon signe pour la reconnaissance des psychologues, ça. C'est plutôt bon signe pour la reconnaissance des psychologues. Maintenant, le texte de loi est passé, mais il prévoit aussi qu'il y aura 3 ans pour pouvoir mettre en place, en réalité, les psychologues fonctionnaires, parce que ceux qui sont en place, ça pose des questions sur est-ce qu'ils sont de droit, est-ce qu'il y a un concours à l'entrée, parce que contrairement à quelqu'un qui est salarié ou un libéral où il suffit de taper à la porte et de dire voilà mon diplôme, voilà mon titre de psychologue, là il faut passer des concours internes, externes, etc. Et effectivement, il y a 3 ans aussi pour que les diapasons se règlent et puis que les psychologues fonctionnaires du ministère de la Justice soient effectivement en poste. D'accord. Okay. Oui, donc là, on voit bien qu'en droit, il y a quand même des cas particuliers pour la profession de psychologue. Du coup, est-ce qu'il en existe d'autres? Vous pouvez nous faire un peu l'état des lieux de ça, des cas particuliers? Oui, alors c'est une vaste question. Pour moi, il y a quasiment autant de situations et de cas particuliers que de psychologues. Je pourrais vous répondre comme ça, mais vous nous comprenez bien. distinguer en réalité des tendances qui sont possibles. On a évoqué tout à l'heure, mais j'y reviendrai, les fonctionnaires. Mais il y a bien évidemment tous les psychologues qui exercent en libéral seuls, mais parfois en structure sociétale, en maison de santé pluriprofessionnelle, avec d'autres professions, dans le milieu associatif, qui est un secteur privé, mais aussi en qualité de salarié. Quand on ventile ces différentes catégories, tout à l'heure, on parlait du statut juridique et des différents textes qui régissent les psychologues. Un psychologue qui est à son compte n'a pas les mêmes obligations, pas les mêmes contraintes que quelqu'un qui est salarié, mais il n'a pas les mêmes avantages non plus. Je vais m'exprimer différemment par rapport au salarié. Un salarié qui est dans telle association, qui est régi par telle convention collective, aura peut-être des temps de formation dédiés, aura peut-être un salaire ou des actes ou des primes garantis parce qu'il est psychologue, alors que dans l'établissement d'à côté, ce ne sera pas le cas. Et donc, ça veut dire que le contrat de travail ou les conventions collectives font qu'on a un certain nombre de cas particuliers par rapport à ça. C'est le cas en termes de recrutement, c'est le cas en termes de mission, c'est le cas en termes de salaire. Pour les fonctionnaires, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste dire « je suis fonctionnaire ». On est fonctionnaire d'une fonction publique donnée. C'est-à-dire que les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière ont un socle commun avec les autres fonctions publiques, mais n'ont pas forcément les mêmes missions et les mêmes droits. Ni la même rémunération. Ni la même rémunération que justement ce dont on vient de parler, les psychologues du ministère de la Justice. Il y a bien 2 € bruts d'écart, je crois, de l'heure entre les deux. Je crois. Ceux de la fonction hospitalière sont moins bien payés que ceux du ministère de la Justice, de mémoire. Exactement. En revanche, ils ont un temps de formation, d'intervention et de recherche qui est
plus conséquent. Hein, voilà, vous voyez, il y a Ouais. effectivement tout un cadre à prendre en compte par rapport à ça. Il faut savoir, hein, ça fait un certain nombre d'années que les psychologues, là on vient de parler forcément du tout récent du ministère de la Justice, mais les psychologues, il y a un corps des psychologues pour le milieu de la santé depuis les années 70. Hein. Le premier corps de psychologues de la fonction publique a été créé dans le secteur de la santé dans les années 70. Dans les années 90, on a eu un regain là avec tout ce qui est psychologues territoriaux. Donc les établissements territoriaux, c'est des établissements plus sectorisés. Hein. Ça peut très bien être, je ne sais pas moi, l'EHPAD ou l'établissement communal ou intercommunal. Voilà un peu ce dont on parle. Et puis, il y a normalement 3 grandes fonctions publiques. La fonction publique hospitalière, la fonction publique territoriale et la fonction publique d'État. L'État, c'est tout le reste. On a évoqué tout à l'heure l'éducation nationale, on a évoqué tout à l'heure la justice, mais en réalité, les autres ministères, il n'y a pas nécessairement de corps dans les autres ministères, il n'y a pas de fonction publique unifiée pour tous les ministères qui pourraient dépendre et qui ont des besoins en psychologues dans la fonction publique d'État. Donc là-dessus, on n'a pas encore, j'allais dire, la reconnaissance jusqu'au bout en matière de fonction publique concernant les psychologues. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a des contenus particuliers selon le type d'exercice du psychologue? J'entends par là sa spécialité, parce qu'on parle beaucoup, alors là c'est vrai que de façon transversale un peu moins, mais entre le psychologue qui va intervenir on va dire de façon générale dans le champ de la santé, pour la santé de son patient en tout cas, ou de son usager, et le psychologue qui va plutôt s'intéresser à l'organisation du travail, aux ressources humaines aussi, pourquoi pas, aux neuropsychologues, je pense aussi, qui font uniquement des tests, enfin quasi uniquement des tests, ou de la remédiation cognitive également. Est-ce qu'il y a des choses particulières qui existent dans la loi? Dans les textes, non. Dans les textes particuliers, comme les conventions collectives ou les contrats de travail, oui, à ce moment-là, oui, puisque vous n'aurez pas la même rémunération, le poste et la même position hiérarchique, même si en principe un psychologue est cadre, hein, mais que vous soyez effectivement psychologue du travail ou vous participez au recrutement direct, peut-être même du directeur adjoint, ou vous êtes neuropsychologue à passer un certain nombre de tests, où vous avez certaines habilitations dans des établissements, que le psychologue qui reçoit, j'allais dire simplement le personnel et qui veille à prévenir les épisodes de burn-out, n'a pas. Ça, c'est clair, ça, c'est prévu, j'allais dire, par les textes particuliers, mais maintenant, je ne connais pas forcément de texte général qui distingue les différents types de psychologues selon leur spécialité. Ok. Donc, c'est souvent selon le lieu, le type de contrat, sous-entendu, peut-être ça peut aussi se négocier, si ça se trouve. Exactement. Ouais, tout à fait. Ok. Très bien. Ok. Est-ce que il y a des points communs à toutes ces spécificités dans le droit dans tous ces cadres de psychologues différents? Est-ce que vous voyez des points communs? Alors, je vois des points communs. Oui, si on fait une analyse un peu comparative de tout ça, on voit que petit à petit, les missions qui sont confiées aux psychologues, ou en tout cas la définition qu'on va donner aux psychologues, a évolué et a plus ou moins aggloméré petit à petit les missions de chacun. Il est évident que si on regarde la première définition des psychologues pour le corps de la fonction publique hospitalière à l'époque, il n'est pas du tout le même que celui qu'on donnait pour les psychologues de l'éducation nationale, parce que leurs missions sont un peu différentes. Maintenant, si on regarde l'évolution dans des choses qui se comparent, dans des secteurs qui se comparent, la protection judiciaire de la jeunesse et le ministère de la Justice, là, on voit effectivement un certain nombre de similarités par rapport à ça dans la mission. Maintenant, dans la reconnaissance des droits, la nécessité et le besoin de formation, mais aussi le fait que les psychologues exercent leurs fonctions avec une certaine autonomie, ça, c'est quelque chose qui revient souvent, effectivement. La nécessité d'autonomie, même si on vient de dire c'est un contrat de travail, donc il y a nécessairement une hiérarchie, la place du psychologue, elle est, j'allais dire, toujours particulière, mais aussi parfois gênante, parce qu'on ne sait pas où le mettre sur un organigramme dans un établissement. Et parfois, lui non plus, il ne sait pas où se mettre. Hein. Eh bien, exactement. Non, mais voilà, il y a une place à trouver dans les deux sens. Cadre, mais pas cadre, on ne sait pas.
Ça peut être C'est très ça. Mais compliqué. voilà. Et après, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, dans l'émission, il y a bien souvent à la fois une intervention clinique ou la passation de tests, ou autre, ça c'est très ciblé, mais il y a toujours, et ça on ne le retrouve pas forcément, c'est l'une des professions, je pense, des seules professions où on retrouve souvent ça, c'est que le besoin, ou en tout cas l'obligation de recherche et de formation, ça on le retrouve très souvent dans les définitions, alors qu'on ne le retrouve pas forcément chez d'autres professions qui ont pourtant, elles aussi, un besoin de recherche et de formation. Je pense que c'est une thématique qui tient à cœur des psychologues et qui a, au fil du temps, qu'on retrouve assez souvent, je trouve. Hormis chez les médecins qui ont une obligation de formation annuelle, sauf que, annuelle peut-être pas, mais ils ont une obligation de formation. Ils Formation doivent continue, justifier d'un certain nombre de jours de formation. La différence étant que pour eux, c'est pris en charge. Comme c'est obligé, on leur paye. Chez les Oui, tout à psychologues, fait. Alors après chez les psychologues, il y a deux choses à distinguer. Il y a l'obligation de formation qui, quand vous êtes salarié, est pris en charge au titre du fonds de formation, et ça qui est commun à tous les salariés. Et puis après, il y a effectivement ce temps de formation et de recherche qui est très particulier et propre à votre profession. Mais oui, cette obligation de formation continue, elle est obligatoire pour un certain nombre de professions et pas uniquement pour les médecins. Chez les avocats, c'est pareil. On a une obligation de formation continue. Ouais. On doit valider un certain nombre d'heures chaque année, sous peine d'être radié et de ne plus pouvoir exercer la profession. Ah, d'accord. Intéressant. Et est-ce que c'est pris en charge par l'ordre des avocats? Alors, oui. faut savoir que non, c'est pas pris en charge par l'ordre des avocats. C'est vérifié et contrôlé par C'est l'ordre vérifié, des ok. avocats, mais C'est non, intéressant de connaître ça comme donnée. Hein. Après, il y a des parallèles, hein. C'est-à-dire qu'on peut valider des heures de formation en donnant nous-mêmes des formations, puisqu'on suppose que pour donner une formation, on met à jour nos connaissances, on fait des recherches et ça permet de valider. Après, il y a des formations payantes, des formations dispensées de manière gratuite. Enfin, voilà, il y a toujours possibilité de valider ces heures par rapport à ça, mais effectivement, le champ est large, mais il n'est pas financé. Il y a un fonds auquel on abonde éventuellement, mais voilà. Bon, j'espère que vous aurez au moins du temps reconnu pour le temps passé avec nous, justement à nous informer comme vous le faites. Vous avez évoqué l'autonomie fonctionnelle des psychologues qui est souvent mis en avant dans la fonction publique et d'ailleurs qui est souvent revendiquée par l'ensemble des psychologues, hein, cette autonomie fonctionnelle. Mais est-ce que c'est pas un peu en contradiction avec la volonté de mettre le psychologue en fait sous prescription médicale? Alors, je pense qu'il faut. Je vais essayer de distinguer un peu ces concepts. Hein. Première précision, c'est que vous l'avez dit, hein, la terminologie d'autonomie fonctionnelle que j'ai utilisée, c'était pour parler des fonctionnaires. Et donc, ils dépendent d'un régime qui n'est pas celui des médecins libéraux, des psychologues libéraux. Et que le psychologue, là-dessus, vous l'analyserez pas, s'il vous plaît, blague à part, sur ce fonctionnement, il est évident qu'un professionnel qui exerce un point de vue libéral et qui, pour exister, pour être financé, doit arriver à être adressé, doit rentrer sous prescription le cas échéant pour avoir une rémunération. Il est clair que ces questions-là ne se posent pas quand vous êtes fonctionnaire. Voilà, votre traitement tombe et on est dans un système qui est différent. Donc voilà, comparer les deux, c'est peut-être un peu compliqué. Maintenant, je vois un peu ce que vous voulez dire et on va peut-être repréciser ce que c'est que cette autonomie fonctionnelle. L'autonomie fonctionnelle, je pense que vous, en psychologie ou en tout cas en développement de l'enfant, ça renvoie à des concepts bien précis. On n'est pas du tout dans ce domaine-là. Pareil, il y a certains textes dans le domaine de la dépendance et de la personne âgée. L'autonomie fonctionnelle, c'est pareil. On n'est pas du tout là-dessus, hein, qu'on s'entende bien. L'autonomie fonctionnelle, c'est ce que moi j'appellerais plutôt l'autonomie technique. C'est-à-dire que le psychologue dispose d'une certaine autonomie. Maintenant, être autonome, c'est comme être libre, ça sous-entend pas qu'il n'y ait pas de règles qui s'appliquent. La notion d'autonomie, c'est pas antinomique de ce fait avec le fait de rentrer dans un système, avec le fait d'avoir une hiérarchie et parfois même un devoir d'obéissance. On parlait tout à l'heure de l'organigramme et de la place qui est compliquée à trouver. Si elle est compliquée à trouver entre le psychologue et le médecin, elle est parfois peut-être plus simple entre le psychologue et le médecin d'un point de vue libéral que dans un établissement de santé ou dans une école ou dans une entreprise. Ce principe d'autonomie, ça tend justement, pour moi, à rappeler effectivement dans les contrats de travail ou dans les statuts de la fonction publique
qu'il y a une responsabilité supplémentaire qui s'ajoute pour le psychologue. C'est cette responsabilité de vous former, c'est cette responsabilité d'utiliser les bonnes méthodes sans que quelqu'un ait un droit de regard sur vous, sauf peut-être vos collègues psychologues à qui vous pouvez éventuellement expliquer ça. Mais c'est ça pour moi, cette notion d'autonomie fonctionnelle qui est prévue par les textes. C'est qu'on va dire, on a besoin de toi sur telle mission, sur tel établissement. Maintenant que vous utilisiez tel test ou tel test pour le recrutement, bah, si vous utilisez un test qui est prévu pour les enfants à destination d'un adulte, bah là, c'est votre responsabilité, c'est votre autonomie. C'est là-dessus qu'il faut retenir cette notion d'autonomie fonctionnelle. Oui, mais justement, on voit que dans certains établissements, par exemple, une direction va exiger des psychologues la passation de tel test, etc. Les tests sont nommés. Bon, il y a ce genre de dérive qui existe, hein. Oui, alors après qu'on vous propose on va dire un certain nombre de tests, voilà, pourquoi pas. Maintenant qu'on vous impose, vous faites passer tel test, pour moi non. Enfin, c'est pas, en tout cas, c'est pas ce qui est prévu. Que ce soit, si c'est ça qui est indiqué dans votre fiche de poste, bah, la fiche de poste est mal faite. Et si c'est ça qu'on vous impose, il y a des textes à rappeler effectivement sur cette notion d'autonomie fonctionnelle. Ouais, tout à fait. Là-dessus, est-ce qu'il y a une différence entre la fonction publique et les établissements privés? Là, encore une fois, c'est compliqué pour les établissements privés parce qu'on n'a pas le même regard et la même publicité des textes applicables. Maintenant, moi, dans les contrats de travail que j'ai pu voir passer, c'est souvent rappelé. On a même parfois, contrairement sur la fonction publique, des psychologues qui ont fait insérer le fait que, mais ça posera d'autres questions, le fait que le code de déontologie soit applicable. Ça aussi, des fois, on le voit dans un certain nombre de contrats de travail, comme quoi la possibilité de négocier est toujours possible quand on est entre plusieurs personnes, entre des particuliers et une société privée, tout à fait. Oui, c'est-à-dire que, comme Renato rappelait, et comme on l'a redit là, l'autonomie, c'est quelque chose qui est quand même très important pour le psychologue dans le sein de son activité. Et vous, Léo, vous nous rappelez que autonomie sous-tend responsabilité. Or, cette notion de responsabilité, elle paraît plus compliquée pour les psychologues de s'en saisir. À savoir responsabilité dans savoir répondre de son activité, de son orientation, de sa thérapie, etc. Ouais. Alors, il y a plusieurs choses. Hein. C'est même c'est pas moi qui le dis, hein. C'est l'étymologie même, on va dire, de l'autonomie. L'autonomie, c'est le fait d'être régi par ses propres lois. Donc, à partir du moment où on est régi par des règles, on s'expose potentiellement à des sanctions. S'il n'y a pas de sanctions pour appliquer une règle, bah, les gens n'ont pas forcément de devoir, si c'est un devoir moral, que de l'appliquer. C'est notamment le cas de votre code de déontologie. Maintenant, la responsabilité des psychologues, la question est de savoir, je vous parlais de sanctions, de qui peut potentiellement les sanctionner. Il faut savoir que d'ores et déjà, si on met la déontologie et l'éthique à part, vous avez déjà envers cet établissement et envers votre direction des obligations et une responsabilité. Il est évident que la responsabilité civile, si vous commettez une faute lourde, vous pouvez déjà être sanctionné. Si vous commettez un acte qui occasionne des dommages à quelqu'un, bah, vous avez une responsabilité pénale et civile qui peut être actionnée. Vous voyez, donc les lois, j'allais dire, s'appliquent dans tous les cas aux psychologues. Là où c'est plus compliqué, c'est effectivement en interne, quand on parle de licenciement, quand on parle de choses de ce genre-là ou de sanctions disciplinaires internes en fonction publique, de savoir qui va venir analyser si vous avez bien fait tel ou tel acte, qui va venir contrôler que vous avez bien fait passer tel ou tel texte et ça a eu telle ou telle conséquence sur le recrutement. Des fois, les enjeux sont quand même considérables hein, quand on va recruter, je sais pas moi, dans un établissement pénitentiaire. On parlait tout à l'heure du ministère de la Justice. Bah, il est évident que ça met sur vos épaules une certaine forme de responsabilité. Tout à fait. Bien sûr.